Pourquoi la rumeur revient-elle si fortement que des troupes viendraient de Kaliningrad? On peut peut-être voir aussi la carte qui montre à quel point c'est loin, tout simplement. En plus, c'est une exclave, c'est compliqué d'amener des troupes de Kaliningrad jusque dans cette région de Koursk. Oui, bien parce qu'il n'y a plus de réserve, tout simplement. Je veux dire, le principal enseignement de cette opération, c'est des forces limitées quand même ukrainiennes, quelques milliers d'hommes qui pénètrent en territoire russe et qui ne trouvent absolument aucune opposition en face, ce qui veut dire que les Russes sont étirés au maximum et n'ont plus réserve. La réserve, c'est quelque chose d'absolument stratégique et sacré en termes militaires. On a toujours des milliers d'hommes à l'arrière, prêts à réagir aux situations non conformes, aux points difficiles du front. Et là, on s'aperçoit qu'ils n'ont rien. Donc, ça veut dire que les troupes les plus proches sont à Kaliningrad. Et après, les troupes les plus proches doivent être en Extrême-Orient, vraisemblablement. Il leur reste des troupes. Mais là, c'est de mouvements qui ne sont plus des mouvements de quelques dizaines de kilomètres à l'arrière du front, comme on le fait lorsque les troupes sont prépositionnées. C'est des troupes qui doivent faire plusieurs centaines ou des milliers de kilomètres pour pouvoir se retrouver à proximité du front. Et là, mais il ne faut pas douter. Oui. C'est comme c'est une esclave, ils viennent quoi, en avion? Ça ne peut être qu'en avion. Là, ils vont venir, oui, à mon avis, ils vont en avion, mais je pense que rien ne peut les empêcher de prendre le train parce qu'il y a des accords et le train n'est pas vérifié entre Kaliningrad et la frontière bélarusse. Ils doivent pouvoir, je pense, transporter, alors pas des troupes vraisemblablement, pas des matériels lourds, mais autrement c'est par avion. Et puis donc ils auront quand même des très très grosses difficultés à véhiculer du matériel lourd. Ça, c'est absolument certain, venant de cette enclave, compte tenu du fait qu'on sait combien Kaliningrad est isolé. Je pense qu'il y a aussi un autre calcul derrière, c'est parce que une des choses pourquoi les Ukrainiens ont fait cette incursion, et on compte sur le fait que Poutine enlève les troupes de la région de Donbass et de cette direction de Donetsk, et il ne veut pas le faire, il veut faire tout sauf ça pour ne pas avouer cette faiblesse-là. Oui, donc il ira chercher des troupes même à l'autre bout de la Russie, mais surtout pas du Donbass ou de la Crimée. Où d'ailleurs les troupes russes essaient de progresser. C'est ça en fait. Et si on voit qu'il commence à justement retirer ces troupes-là de là-bas, je pense que c'est une sorte d'aveu de sa faiblesse et aussi peut-être certaine ouverture à nous écouter un peu mieux. Un peu mieux. Vous voulez dire le jour des négociations? Je ne sais pas si c'est une négociation, mais la zone tampon, ça nous bien bétonné. De notre côté, ça nous convient très bien. On en reparlera dans un instant. Et donc, en fait, ces troupes, il n'y a pas que de Kaliningrad. On a parlé déjà de la République de Komi, on a parlé déjà de la région de Vologda, on a parlé déjà d'autres régions. Donc, en fait, ils ne viennent pas encore de d'Irkoutsk, de Novosibirsk ou de Vladivostok, mais ça viendra aussi. Mais même si ces troupes viennent des régions, ça veut dire que ce sont les soldats qui n'ont pas connu la guerre. Ça veut dire que c'est toujours les conscrits, même si ces conscrits, on les oblige en fait à signer les contrats, donc ils deviennent des contractuels, donc on les oblige en quelque sorte d'aller se battre, mais ils ne savent pas se battre. Là, tout ce que vous dites, on mesure la révolution, c'est-à-dire qu'il y a plein de jeunes Russes qui s'imaginaient qu'ils étaient pépères à Kaliningrad ou je ne sais pas quoi, qui voient le front arriver à eux. C'est ça, et il y a quelque chose de sociologique aussi qui est très intéressant qui se passe, parce que regardez, quand la Russie a envahi l'Ukraine, vous aviez vu toute la population de l'Ukraine venir devant les chars, y compris les gens qui n'étaient pas armés, qui s'imposaient devant les colonnes des Russes qui progressaient dans l'Ukraine. Est-ce que vous voyez des Russes progresser, venir arrêter les Ukrainiens en fait, et vous savez, c'est presque infantilisant, parce que cette population, quand on l'entend, quand vous l'entendez dans les interviews, ils disent « Mais pourquoi Poutine ne nous protège pas ? Pourquoi l'armée ne nous protège pas ?» Comme si, en fait, la Russie ne devait pas être protégée par ses citoyens. Écoutez, il est voisin, c'est le ministre lituanien de la Défense, ils sont tout proches, eux, de Kaliningrad, qui témoigne de ce que sont ces mouvements de troupes tout à fait étonnants et peut-être massifs. Et nous voyons maintenant les Russes redéployer les troupes à Koursk. J'ai dit au peuple lituanien, regardez comment les Ukrainiens se battent pour vous, et à cause de leur lutte, la Russie doit retirer ses troupes de Kaliningrad. Nous appelons même cela la démilitarisation de Kaliningrad. Et cela se produit grâce au courage de vos militaires, grâce à vos décisions.
Voilà, on entend ici l'ironie des Baltes, que celle aussi des Polonais, etc. Parce que Kaliningrad, pour eux, c'est le diable, évidemment. C'est le diable, mais c'est vrai qu'il est drôle. En plus, il plaisante en disant, voilà, finalement, on a démilitarisé Kaliningrad, quelque chose l'objectif qu'on ne s'est même donné pas. Et quand on regarde aussi cette offensive, c'est comme Sergueï a dit, on ne voit pas du tout la résistance de la population, mais ça va encore plus loin parce qu'on découvre, et surtout ceux qui ne connaissaient pas la situation, ils découvrent que la population, en plus de parler ukrainien, parce que ce sont des territoires traditionnels, historiques ukrainiens qui ont été récupérés à l'époque de l'Union soviétique, ils parlent ukrainien, ils crient Slava Ukraini à l'arrivée de l'armée ukrainienne, ils les accueillent, ils discutent, donc on voit... Soyons honnêtes, là, parfois il y a des Kalachnikov braqués sur eux, donc ils ont peu de marge, ils ne vont pas crier le contraire. Hein. Non, ils n'ont rien de braqué sur eux. Ça vient, vous savez, sur les vidéos. Les Ukrainiens l'ont fait face aux Russes. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Parfois, les Ukrainiens seuls devant les chars. On a vu ça dans certains cas. Là, tout simplement, la population spontanément, parce que c'est comme j'ai dit hier, c'était des populations voisines, des populations qui étaient en amitié. Il y a les familles carrément qui étaient séparées par cette frontière qui n'était pas vraiment une frontière avant. Maintenant, ils se sont retrouvés être ennemis. Ils se retrouvent avec plaisir la situation d'avant. Ils accueillent cette armée ukrainienne. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, rappelons ces principales informations. 74 localités prises par l'Ukraine, une progression qui continue, beaucoup de prisonniers, de conscrits russes prisonniers et pas seulement, peut-être des centaines déjà. Regardez peut-être certaines des images qui résument le mieux ce qui est en train de se passer, c'est la progression sur plusieurs routes des Ukrainiens qui filment tous les matériels, tous les convois russes visés et incendiés, Louis Duclos. D'abord, techniquement, comment est-ce qu'ils ont été touchés, tous ces convois? Il y a beaucoup d'images similaires qui nous arrivent. Ils ont été touchés grâce au travail de reconnaissance ukrainien, notamment avec les drones. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont commencé à progresser dans l'oblast de Koursk, les renforts sont arrivés en colonne rapprochée. À partir de là, ils se sont fait toucher. Alors on ne sait pas si c'est vraiment des drones ou des frappes de HIMARS, mais en tout cas, ils ont été détruits. Et ce qui était fantastique, c'est que le lendemain, en fait, les Russes ont fait des reportages pour montrer de nouvelles colonnes qui arrivaient. Là-dessus, les blogueurs militaires russes étaient absolument consternés parce qu'en fait, c'était directement la télévision russe qui montrait où étaient les colonnes russes, à quelle vitesse elles arrivaient, quel matériel elles amenaient. Et en fait, à partir de là, la Russie se tire une balle dans le pied véritablement en envoyant des renforts, mais en donnant toutes les cartes à l'Ukraine pour les détruire. L'usage des drones, on en reparlera tout à l'heure parce que visiblement dans le premier assaut, il y a eu une armée de drones. Les drones ici sont plus que jamais l'instrument de la guerre. Ah oui, là on est sur des centaines de milliers, voire même des millions qui ont été utilisés. Alors, il me semble des centaines de milliers de drones. Il me semble qu'on est autour de 100 000 par mois sur l'ensemble du front. L'Ukraine produit 1 million de drones par an maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Et on parle de petits drones, vous savez, les petits drones que vous achetez à la Fnac. Hein. On parle de petits drones comme ça, sauf qu'ils accrochent une grenade et la grenade lâche au-dessus. Vous avez les drones. Ce sont vraiment les mêmes drones. Notre chef tout à l'heure, Charles Muzuron, me disait, c'est vraiment les mêmes drones qu'on peut avoir chez soi. C'est vraiment le même, simplement avec une bombe. Vous avez une centaine déjà des modèles de drones, parce qu'il y a bien sûr les Mavic, les fameux Mavic, qui sont des drones chinois qui ont été utilisés même par les Russes, avant que la Chine n'interdise pas l'exportation de ces drones en Russie. Donc, et aujourd'hui, les Ukrainiens ont créé plusieurs modèles de drones qui sont faits soit d'une manière quasi artisanale, soit déjà d'une manière industrielle, c'est-à-dire il y a la quantité qui est produite. Et c'est ça qui est quelque chose qui... Les Ukrainiens ont dépassé les capacités soi-disant industrielles militaires russes en la production de drones, et ça va des tout petits drones qui portent des petites bombes carrément d'utilisation individuelle, parce qu'on voit les images quand ils chassent carrément un soldat par un soldat en les tuant sur place, ou ça va jusqu'à des très grands drones où on peut voir des centaines de kilos accrochés qui visent les aéroports éloignés et qui visent aussi les bases pétrolières et aussi les usines pétrochimiques. Oui, il faut juste souligner l'aspect technologique de cette guerre, justement, et qu'au début, en 2022, on n'avait peut-être que 10 types de drones qui n'étaient pas dans la production géante. On est face à des Russes qui avaient justement les drones qui nous attaquaient, qui faisaient tout type de reconnaissance et autres types de travail. Maintenant, aujourd'hui, on est autour de 200 différents types de drones. C'est la production de masse, c'est aussi les partenariats
public-privé qui était installée. Et d'ailleurs, la délégation de Lituanie, elle est aujourd'hui en Ukraine et elle était là pour regarder les avancées technologiques de drones et pas que de drones que l'armée ukrainienne a pu produire. C'est-à-dire, l'Ukraine montre encore une fois qu'il suffit de mobiliser les ressources significatives avec les investissements privés aussi des partenaires occidentaux, mais pas que, pour en arriver à même surpasser la Russie en termes de drones, en quantité de drones, et les drones aussi très élaborés. Les Russes l'ont reconnu déjà sensiblement en disant que voilà, l'Ukraine a dépassé la production de drones russes et ils se sont demandé mais comment est-ce possible, nous, un pays tellement grand, un pays tellement industrialisé, on n'a pas réussi à transformer les garages ou je sais pas, les usines où on produisait du pain par exemple, ou les usines polygraphiques où on imprimait des